Chapitre 10. Lorsque Lévin entra dans le restaurant avec Oblonsky, il ne put pas ne pas remarquer une particularité d'expression, une sorte de rayonnement contenu sur le visage et toute la personnalité de Stepan Arkadievitch. Oblonsky ôta son paletot et, le chapeau de côté, se rendit dans la salle à manger, distribuant des ordres aux Tatars en habit qui s'empressaient autour de lui, la serviette sous le bras. Saluant à droite et à gauche les gens de connaissance qui le croisaient et qui, comme partout ailleurs, prenaient un air ravi en l'apercevant, il s'approcha du buffet, y prit un verre de vodka avec un peu de boisson fumée et dit à la Française outrageusement fardée et couverte de rubans, de dentelles et de bouclettes qui était assise derrière le comptoir, quelques mots qui la firent rire de bon cœur. Quant à Lévin, il refusa de boire, car cette Française qui lui semblait entièrement composée de faux cheveux, de poudre de riz et de vinaigre de toilette, offensait ses regards. Il s'éloigna d'elle, précipitamment, comme d'un lieu malsain. Son âme était pleine du souvenir de Kitty, et dans ses yeux brillait un sourire de triomphe et de bonheur. « Par ici, s'il vous plaît, votre Excellence. » « Ici, on ne dérangera pas votre Excellence, » disait un vieux Tatar blondasse, particulièrement obséquieux, dont les pans de l'habit s'écartaient sur un large bassin. « S'il vous plaît, votre Excellence, » disait-il à Lévin en lui prodiguant les mêmes égards, en signe de respect pour Stepan Arkadievitch. En un clin d'œil, il étendit une nappe propre sur une table ronde déjà couverte d'une nappe, qui se trouvait sous une applique de bronze. En approchant des chaises de velours, il resta debout, à côté de Stepan Arkadievitch, la serviette sous le bras, la carte à la main, attendant les ordres. Si vous désirez un cabinet particulier, le prince Golitsyn et une dame vont en quitter un instant, dans un instant. Nous avons reçu des huîtres fraîches. Ah oui, des huîtres. Stepan Arkadievitch prit un air songeur. Et si nous changions le programme, Lévin, dit-il en posant le doigt sur la carte. Et son visage exprimait une grave perplexité. Les huîtres sont-elles bonnes? Gare à toi. Les Flensburg, votre Excellence. Nous n'en avons pas d'Ostende. Va pour les Flensburg. Elles sont fraîches, au moins. Nous les avons reçues hier. Qu'en dis-tu? Si l'on commençait par des huîtres, et si l'on changeait tout le menu? Cela m'est égal. Moi, je préfère la soupe, aux choux et la bouillie. Mais cela ne se trouve pas ici. Désirez-vous une bouillie à l'Arius? Dit le Tatar en se penchant vers Lévin, comme une bonne d'enfant vers son poupon. Non. Sans plaisanterie, choisis ce que tu veux. Je viens de patiner et j'ai faim. Ne crois pas, ajouta-t-il en voyant sur le visage d'Oblonsky une expression de mécontentement. Ne crois pas que je sois incapable d'apprécier ton choix. Je ferai avec plaisir un souper fin. J'espère bien. Tu as beau dire, c'est un des plaisirs de l'existence, dit Stepan Arkadievitch. Alors, frère, donne-nous 2 douzaines, ou plutôt non, ce n'est pas assez. 3 douzaines d'huîtres, une soupe de légumes. Prends tanière, reprit le Tatar. Mais Stepan Arkadievitch, visiblement, ne voulait pas lui laisser le plaisir d'énumérer les plats en français. Une soupe de légumes, tu sais bien. Ensuite, du turbo, avec une sauce épaisse. Puis, du roast beef, mais veille à ce qu'il soit bien à point. Un chapon et des conserves. Le Tatar, se rappelant que Stepan Arkadievitch avait la coquetterie de donner aux plats d'autres noms que ceux du menu, le laissa dire, mais se donna le plaisir de répéter toute la commande avec les noms de la carte. Soupe printanière, turbo sauce Beaumarchais, poularde à l'estragon, macédoine de fruits. Puis, aussitôt, comme mu par un ressort, il posa une des cartes reliées et en sortit une autre qu'il présenta à Stepan Arkadievitch. Qu'allons-nous boire maintenant?
Ce que tu voudras. J'aimerais juste un peu de champagne, dit Lévin. Comment? Dès le début? Au fait, pourquoi pas? Tu aimes la marque blanche? Cachet blanc, reprit le Tatar. Donne-nous-en avec les huîtres. On verra après. Bien, monsieur. Quel vin de table désirez-vous? Du nuit. Non. Donne-nous plutôt le classique Chablis. Entendu. Vous servirai-je votre fromage? Oui, du parmesan. À moins que tu en préfères un autre. Non, ça m'est égal, dit Lévin. Il n'avait plus la force de s'empêcher de sourire. Le Tatar disparut, les pans de son habit voltigeant derrière lui. 5 minutes après, il reparaissait avec un plat d'huîtres à la coquille nacrée et une bouteille à la main. Stepan Arkadyevitch froissa sa serviette empesée, la glissa dans son gilet et, après avoir posé tranquillement les mains sur la table, s'attaqua aux huîtres. Elles ne sont pas mauvaises, dit-il en détachant les huîtres molles de leur coquille nacrée avec une petite fourchette en argent et en les avalant l'une après l'autre. Pas mauvaises, répéta-t-il, en jetant un regard humide et brillant tantôt sur Lévin, tantôt sur le Tatar. Lévin mangeait aussi des huîtres, quoiqu'il eût préféré du pain blanc et du fromage, mais il admirait Oblonsky. Le Tatar lui-même, après avoir débouché la bouteille et versé le vin pétillant dans les verres délicats et évasés, regardait Stepan Arkadyevitch avec un visible sourire de satisfaction, en remettant en place sa cravate blanche. « Tu n'aimes pas beaucoup les huîtres ?» dit Stepan Arkadyevitch en vidant sa flûte. « Ou es-tu préoccupé? Dis-moi. » Il voulait que Lévin soit gai, mais Lévin, sans être triste, se sentait gêné. Avec ce qu'il avait dans l'âme, il était mal à l'aise dans ce restaurant, entouré de cabinets particuliers, où l'on dînait avec des dames, au milieu de ces allées et venues et de cette agitation. Tous ces accessoires, bronze, miroirs, lampe à gaz, Tatar, l'offusqué. Il craignait de salir ce dont son âme débordait. Moi? Oui, j'ai des soucis, mais de plus, tout ceci me gêne, dit-il. Tu ne peux t'imaginer à quel point tout cela est étrange pour un campagnard de mon espèce. C'est comme les ongles de ce monsieur que j'ai vu chez toi. Oui, j'ai remarqué que les ongles de ce pauvre Krinevitch t'intéressaient beaucoup, dit Stepan Arkadyevitch en riant. Je n'y peux rien, répondit Lévin. Fais un petit effort pour te placer au point de vue d'un habitant de la campagne. À la campagne, nous nous efforçons de faire de nos mains un commode instrument de travail. Nous coupons les ongles et, de temps en temps, nous retroussons nos manches. Tandis qu'ici, les gens font exprès de laisser pousser leurs ongles le plus long possible et s'accrochent des soucoupes en guise de boutons de manchette pour qu'il leur soit impossible de rien faire de leurs mains. Stepan Arkadyevitch sourit gaiement. Mais cela prouve qu'il n'a pas besoin de travailler de ses mains. C'est son esprit qui travaille. Peut-être, mais malgré tout, cela me semble étrange. Il me semble étrange également qu'à la campagne, nous nous efforcions d'être rassasiés au plus vite, afin d'être en état de faire notre travail, alors que toi et moi mettons tout en œuvre pour rester sur notre faim le plus longtemps possible. Aussi, nous mangeons des huîtres. Bien entendu, appuya Stepan Arkadyevitch. Mais c'est justement là le but de la civilisation. Tout transformer en jouissance. Si c'est là son but, j'aime autant rester un sauvage. Tu en es déjà un. Vous autres, les Lévin, vous êtes tous des sauvages. Lévin poussa un soupir. Il songea à son frère Nicolas, se sentit honteux et fronça les sourcils. Mais Oblonsky mit la conversation sur un sujet qui détourna aussitôt son attention. Alors, iras-tu ce soir chez nous? Je veux dire chez les Tcherbatsky, lui dit-il en repoussant les écailles d'huîtres rugueuses, en attirant le fromage et en lui jetant un regard brillant et significatif. Oui, j'irai sûrement, répondit Lévin, quoiqu'il m'ait semblé que la princesse ne m'invitait pas de bonne grâce. Qu'est-ce que tu dis? Quelle sottise! C'est sa façon d'être. Allons, donne-nous de la soupe, frère. C'est sa façon d'être grande dame, dit Stepan Arkadyevitch. J'irai aussi, mais je dois aller à une répétition de chant chez la comtesse Bonine. Et tu dis que tu n'es pas sauvage. Comment expliquer ta brusque disparition de Moscou?
Les Shtcherbatsky nous demandaient sans cesse de tes nouvelles, comme si j'étais au courant. Tout ce que je sais, c'est que tu fais toujours ce que personne ne ferait. Oui, dit Levin, lentement et d'un air trouble. Tu as raison, je suis un sauvage. Mais ma sauvagerie ne réside pas dans le fait de m'en être allé, ni dans celui de rentrer maintenant. Je suis revenu. Oh, que tu as de la chance, reprit Stepan Arkadyevitch, en regardant Levin dans les yeux. Pourquoi ? Je reconnais à leurs marques les chevaux ombrageux et à leurs yeux les jeunes gens amoureux, déclama Stepan Arkadyevitch. Tu as tout devant toi. Et toi, tu as tout derrière toi ? Non. Mais toi, tu as l'avenir. Je n'ai que le présent, et le présent, c'est tantôt blanc et tantôt noir. Qu'est-ce qu'il y a ? Tout va mal. Mais je ne veux pas parler de moi et je ne pourrai pas tout expliquer, dit Stepan Arkadyevitch. Alors, pourquoi es-tu revenu à Moscou ? Eh, viens desservir, cria-t-il au Tatar. Tu ne devines pas ? Répondit Levin en fixant sur Stepan Arkadyevitch ses yeux qui brillaient intérieurement. Si, mais ce n'est pas à moi d'aborder le sujet. C'est à cela que tu peux reconnaître si je devine juste ou non, dit Stepan Arkadyevitch en regardant Levin avec un fin sourire. Alors, qu'est-ce que tu en dis ? Reprit Levin d'une voix tremblante et sentant tous ses muscles de son visage frémir. Comment vois-tu cela ? Stepan Arkadyevitch vida lentement son verre de chablis, sans quitter Levin des yeux. Moi ? dit-il. Il n'y a rien que je désire plus au monde, mais ce qui peut arriver de plus heureux. Mais tu ne te trompes pas ? Tu sais de quoi nous parlons ? Poursuivit Levin, en dévorant des yeux son interlocuteur. Tu crois que ce serait possible ? Oui ? Pourquoi ne le serait-ce pas ? Non. Crois-tu vraiment que ce serait possible ? Dis-moi tout ce que tu penses. Et si je me heurtais à un refus ? Je suis même convaincu. Pourquoi donc crois-tu cela ? Dit Stepan Arkadyevitch en souriant de son émotion. J'ai parfois cette impression, ce serait affreux, et pour moi, et pour elle. En tout cas, il n'y a là rien d'affreux pour une jeune fille. Toutes les jeunes filles sont fières qu'on les demande en mariage. Oui, toutes les jeunes filles, mais pas elle. Stepan Arkadyevitch sourit. Il connaissait si bien le sentiment qu'éprouvait Levin. Il savait que, pour lui, les jeunes filles se partageaient en deux catégories. La première était composée de toutes les jeunes filles du monde, excepté elle. Et ces jeunes filles avaient toutes les faiblesses et étaient des plus ordinaires. L'autre catégorie ne comprenait qu'elle seule. Elle n'avait aucune faiblesse et était supérieure à tout le genre humain. « Attends, prends de la sauce », dit-il en arrêtant la main de Levin qui repoussait la saucière. Levin prit docilement de la sauce et ne laissa pas Stepan Arkadyevitch manger. « Non, écoute, dit-il. Comprends que c'est pour moi une question de vie ou de mort. Je n'ai jamais parlé de cela à personne, et je ne peux en parler qu'à toi. Nous sommes entièrement différents, nos goûts, nos opinions, tout nous sépare, et je sais que tu as de l'affection pour moi, et que tu me comprends. Et moi aussi, j'ai beaucoup d'affection pour toi. Mais pour l'amour de Dieu, sois entièrement sincère avec moi. Je te dis ce que je pense, dit Stepan Arkadyevitch en souriant. Et j'irai plus loin. Ma femme est une femme tout à fait étonnante. Au souvenir de ses rapports avec sa femme, Stepan Arkadyevitch poussa un soupir et garda le silence un instant. Puis il poursuivit. Elle a un don de seconde vue. Elle lit au travers des gens. Bien plus, elle devine l'avenir, surtout en ce qui concerne les mariages. Par exemple, elle avait prédit que la Tchakovskoï épouserait Benten. Personne ne voulait y croire, et pourtant, cela s'est fait. Eh bien, elle est de ton côté. Comment cela ? Non seulement elle a de l'amitié pour toi, mais elle dit que Kitty sera sûrement ta femme. À ces mots, le visage de Levin fut illuminé d'un sourire proche des larmes d'attendrissement. Elle dit cela ? s'écria-t-il. J'ai toujours dit que ta femme était un ange, mais assez. Ne parlons plus de cela, dit-il en se levant. Bien, mais assieds-toi donc. Mais Levin ne put se rasseoir. Il arpenta 2 ou 3 fois d'un pas ferme le cabinet
exigu, clignant des yeux pour dissimuler les larmes, et alors seulement se rassit. « Comprends-moi, dit-il. Ce n'est pas de l'amour. J'ai été amoureux, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas un sentiment, mais une force extérieure qui s'est emparée de moi. Je suis parti parce que j'étais convaincu que c'était impossible, qu'un bonheur pareil n'existait pas sur Terre. J'ai lutté contre moi-même, et je me suis rendu compte que je ne pouvais vivre sans elle. Et il faut prendre une décision. Mais pourquoi es donc-tu parti ? Attends. J'ai tellement d'idées en tête, tellement de choses à te demander. Écoute, tu ne peux savoir ce que tu as fait pour moi en me disant cela. Je suis si heureux que j'en deviens égoïste. J'oublie tout. J'ai appris aujourd'hui que mon frère Nicolas, tu sais, est ici, et j'ai oublié son existence. Et il me semble qu'il est heureux, lui aussi. C'est une sorte de folie, mais il y a une chose terrible. Tu t'es marié et tu connais ce sentiment. Il est horrible qu'à notre âge, avec un passé, non pas d'amour, mais de péché, nous nous approchions brusquement d'un être si pur, innocent. C'est révoltant. Comment ne pas se sentir indigne ? Allons, tu n'as pas beaucoup de péché sur la conscience. Ah, tout de même, dit Lévin, tout de même. En récapitulant ma vie avec dégoût, je tremble, je maudis et je me plains amèrement. Oui. Que veux-tu ? Le monde est ainsi fait, dit Stepan Arcadievitch. Mon seul réconfort est cette prière que j'ai toujours aimée. Pardonne-moi, non selon mes mérites, et selon ta miséricorde. Ce n'est que de cette façon qu'elle aussi peut me pardonner. Chapitre 11. Lévin vida sa flûte, et ils gardèrent le silence quelques instants. Il faut que je te dise quelque chose encore. Tu connais Vronsky ? Demanda Stepan Arcadievitch à Lévin. Non. Pourquoi me demandes-tu cela ? Une autre bouteille, dit Stepan Arcadievitch aux Tatars qui remplissaient leurs verres et tournaient autour d'eux, particulièrement aux instants où l'on n'avait pas besoin de lui. Parce que c'est un de tes rivaux. Qui est ce Vronsky ? Dit Lévin dont l'expression enfantine et enthousiaste qu'admirait Oblonsky un instant auparavant devint hargneuse. Vronsky est un des fils du comte Cyril Ivanovitch Vronsky et un des plus beaux échantillons de la jeunesse dorée de Pétersbourg. Je l'ai connu à Tver, pendant mon service. Il est venu pour le recrutement. Il est extrêmement riche, beau, aide de camp. Il a de belles relations et cela ne l'empêche même pas d'être brave et charmant garçon. Et il est mieux qu'un brave garçon. J'ai appris à le connaître. Il est instruit et intelligent. C'est un homme qui ira loin. Lévin fronça les sourcils, sans dire un mot. Il est arrivé ici peu après ton départ, et il paraîtrait qu'il est très amoureux de Kitty. Tu comprends bien que la mère... Excuse-moi, mais je ne comprends rien, dit Lévin dont le visage était sombre. Il se souvint à l'instant de son frère Nicolas, et se dit qu'il avait été bien indigne de sa part d'avoir pu l'oublier. Attends un peu, dit Stepan Arcadievitch en souriant et en lui tendant la main. Je t'ai dit que je savais, et je te répète que dans cette délicate affaire, autant qu'on puisse te faire des conjectures, les chances sont de ton côté. Lévin se renversa sur sa chaise. Il était blême. Mais je te conseille de régler cela au plus vite, poursuivit Oblonsky, en lui remplissant sa flûte. Non, merci. Je ne peux plus boire, dit Lévin, en repoussant sa flûte. Je serai ivre. Eh bien, et toi, que deviens-tu ? Reprit-il, désirant visiblement changer de conversation. Un mot encore. En tout cas, je te conseille de régler la question au plus vite. Ne parle pas aujourd'hui, dit Stepan Arcadievitch. Viens demain matin faire une demande dans les règles, et que Dieu te protège. Tu voulais venir chasser chez moi ? Viens au printemps, dit Lévin. Maintenant, il se repentait du fond du cœur d'avoir entamé cette conversation avec Stepan Arcadievitch. Son sentiment intime était profané par cet entretien sur les prétentions rivales d'un officier de Pétersbourg, par les offres et les conseils de Stepan Arcadievitch. Celui-ci sourit. Il comprenait ce qui se passait dans l'âme de Lévin. « Je viendrai un jour,
dit-il. Oui, frère, les femmes sont le pivot qui fait tout tourner. Pour moi aussi, cela va mal, très mal. Et toujours à cause des femmes. Donne-moi franchement ton avis, poursuivit-il en prenant un cigare et en tenant d'une main le pied de sa flûte à champagne. Pardon. À quel sujet? Voici. Supposons que tu te sois marié, que tu aimes ta femme, mais que tu te sois laissé entraîner par une autre. Excuse-moi, mais je ne comprends absolument pas qu'on puisse. C'est comme si, maintenant, sortant de table, j'allais voler le pain blanc en passant devant une boulangerie. Les yeux de Stepan Arcadievitch brillèrent plus encore que de coutume. Pourquoi pas? Le pain blanc sent parfois si bon qu'on ne peut y résister. En disant cela, Stepan Arcadievitch souriait finement. Lévin, lui non plus, ne put se retenir de sourire. Trêve de plaisanterie, continua Oblonsky. Sache que cette femme est une créature tendre, douce, aimante. Elle est pauvre, seule, et elle a tout sacrifié. Maintenant que le mal est fait, faut-il l'abandonner? Admettons qu'il faille se séparer pour ne pas porter atteinte à la vie de famille, mais ne peut-on pas avoir pitié d'elle, songer à son avenir, lui adoucir la situation? Tu m'excuseras, mais tu sais que pour moi, les femmes se divisent en deux sortes, ou plutôt non, plus exactement. Il y a les femmes et il y a... Je n'ai jamais vu de créature déchue qui soit attirante. Cette Française fardée, qui est derrière le comptoir avec ses frisettes, me fait horreur. Et toutes les femmes déchues me font le même effet. Et la femme adultère? Ah, laisse. Jamais le Christ n'aurait prononcé ces paroles s'il avait su quel usage on en ferait. De tout l'évangile, on n'a retenu que ce passage. D'ailleurs, je ne dis pas ce que je pense, mais ce que je ressens. J'éprouve une répulsion pour les femmes déchues. Tu as peur des araignées? Moi, de cette vermine. Tu n'as assurément pas étudié les araignées, et tu ignores leurs mœurs. Moi de même. Tu as beau jeu à parler ainsi. C'est comme ce personnage de Dickens. Il jette avec la main gauche, par-dessus l'épaule droite, toutes les questions embarrassantes. Mais ni un fait n'est pas une réponse. Que faire? Dis-moi que faire. Ta femme vieillit, et tu es plein de vie. Avant que tu n'aies eu le temps de te retourner, tu sens déjà que tu ne peux plus aimer ta femme d'amour, quel que soit le respect que tu lui portes. Et soudain, l'amour survient, et tu es perdu, dit Stepan Arcadievitch, d'un ton de désespoir. Lévin eut un petit rire. Oui, je suis perdu, reprit Oblonsky. Que faut-il faire? Ne pas voler de pain blanc? Stepan Arcadievitch éclata de rire. Oh, moraliste. Mais comprends, voici deux femmes. L'une se targue de ses droits et ses droits. C'est ton amour que tu ne peux plus lui donner. L'autre te sacrifie tout et ne demande rien. Que faire? Quelle conduite tenir? C'est un drame déchirant. Si tu veux mon avis sincère, je te dirai que je ne crois pas qu'il y ait là de drame. Et voici pourquoi. Selon moi, l'amour, les deux amours que Platon, il t'en souvient, définit dans son banquet, ces deux amours servent aux hommes de pierre de touche. Les uns ne comprennent que le premier de ces amours, les autres le second. Et ceux qui ne comprennent que l'amour non platonique n'ont pas à parler de drame. Cet amour-là ne peut provoquer aucun drame, non obligé pour le divertissement, mais respect. Voilà tout le drame. Et pour l'amour platonique, il ne peut y avoir non plus de drame parce que, dans cet amour, tout est limpide et pur. Parce que, à ce moment, Lévin se souvint de ses péchés et de la lutte intérieure qu'il avait menée. Et il conclut, de façon tout à fait inattendue. D'ailleurs, c'est peut-être toi qui as raison. C'est fort possible. Je n'en sais rien. Absolument rien. Tu vois, dit Stepan Arcadievitch, tu es tout d'une pièce. C'est à la fois une qualité et un défaut. Tu es toi-même intègre, et tu voudrais que toute la vie soit composée d'événements sans mélange. Or, ce n'est pas ce qui arrive. Tu méprises le travail administratif en tant qu'activité sociale, parce que tu voudrais qu'une action soit toujours conforme à un but. Et cela n'existe pas. Tu voudrais aussi que l'activité d'un homme
soit dirigé vers un but, que l'amour et la vie conjugale ne fassent qu'un. Il n'en est rien. Toute la diversité, tout le charme, toute la beauté de la vie est faite d'ombre et de lumière. Levin poussa un soupir et ne répondit rien. Il pensait à ses propres soucis et n'écoutait pas Oblonsky. Et soudain, tous deux sentirent que, bien qu'ils fussent amis, bien qu'ils eussent dîné et bu ensemble, ce qui aurait dû les rapprocher davantage, chacun ne pensait qu'à lui et s'inquiétait fort peu de l'autre. Oblonsky avait plus d'une fois observé pareil éloignement à la fin d'un repas qui eût dû vous rapprocher, et il savait ce qu'il fallait faire dans ces cas-là. « L'addition !» cria-t-il. Il se rendit dans la salle voisine où il rencontra un aide de camp qu'il connaissait et avec lequel il engagea la conversation au sujet d'une actrice et de son protecteur. Et cet entretien procura aussitôt à Oblonsky un soulagement et un repos. Levin exigeait toujours de lui un trop grand effort intellectuel. Lorsque le Tatar reparut avec l'addition qui se montait à 26 roubles et quelques, service non compris, Levin qui, en temps ordinaire, campagnard qu'il était, eût été épouvanté des 14 roubles qu'il avait à payer, n'y fit pas la moindre attention. Il régla la note et rentra chez lui pour se changer et se rendre chez Shtcherbatsky. Son sort devait se décider. Chapitre 12. La jeune princesse Kitty Shtcherbatsky avait 18 ans. C'était le premier hiver qu'elle sortait. Elle remportait plus de succès dans le monde que ses sœurs aînées. Sa mère elle-même ne s'y attendait pas. Non seulement tous les jeunes gens qui dansaient dans les bals de Moscou étaient amoureux de Kitty, mais dès le premier hiver, deux partis sérieux s'étaient présentés. Levin et, aussitôt après son départ, le comte Vronsky. L'apparition de Levin au début de l'hiver, ses assiduités et son amour manifeste pour Kitty furent le prétexte des premiers entretiens sérieux entre les parents de Kitty au sujet de son avenir et de disputes entre le prince et la princesse. Le prince était pour Levin et disait qu'il ne désirait rien de mieux pour Kitty. La princesse, avec cette habitude particulière aux femmes de tourner la question, prétendait que Kitty était trop jeune, que Levin ne laissait nullement voir que ses intentions fussent sérieuses, que Kitty n'avait pas d'inclination pour lui et avançait d'autres arguments. Mais elle ne disait pas l'essentiel. Elle espérait pour Kitty un parti plus brillant. Levin ne lui était pas sympathique et elle ne le comprenait pas. Aussi, lorsque Levin disparut subitement, la princesse fut ravie et dit à son mari d'un air triomphant : « Tu vois, j'avais raison. » Et lorsque Vronsky entra en scène, elle fut encore plus contente et s'ancra dans l'idée que Kitty ferait non seulement un bon, mais un brillant mariage. Pour une mère, il ne pouvait y avoir aucune comparaison entre Vronsky et Levin. Ce qui lui déplaisait en Levin, c'était ses jugements bizarres et tranchants, sa gaucherie dans le monde qu'elle attribuait à de l'orgueil et la vie sauvage qu'elle lui supposait à la campagne, entre son bétail et ses moujiks. Il lui avait fort déplu aussi qu'amoureux de sa fille, il eût fréquenté leur maison pendant 6 semaines, avec l'air d'attendre, d'observer, comme s'il avait craint de leur faire un trop grand honneur en se déclarant, et n'avait pas compris qu'il fallait faire connaître ses intentions quand on venait dans une maison où il y avait une fille à marier. Et brusquement, il était parti sans s'expliquer. Heureusement qu'il est peu attirant, et que Kitty n'est pas tombée amoureuse de lui, songeait la mère. Vronsky, par contre, comblait tous ses désirs, très riche, intelligent, d'une famille distinguée. Une carrière brillante à la cour et à l'armée s'ouvrait devant lui et était, de plus, fort séduisant. On ne pouvait rêver mieux.
Vronsky faisait ouvertement la cour à Kitty. Il dansait avec elle au bal, venait chez ses parents. On ne pouvait plus douter de ses intentions. Cependant, la princesse passa tout l'hiver dans de cruelles inquiétudes. Elle-même s'était mariée 30 ans plus tôt, par l'intermédiaire d'une tante. Le fiancé, dont on savait tout d'avance, était venu voir la fiancée et se faire voir. La tante s'était inquiétée de l'impression produite et l'avait transmise à chacun. L'impression avait été bonne. Ensuite, le jour convenu, la demande avait été faite aux parents et agréée. Tout s'était passé très facilement, très simplement. Du moins, c'est ce que pensait la princesse. Mais, avec ses filles, elle avait compris combien cette entreprise, si simple en apparence, était difficile. Que de transes, que de réflexions, que d'argent dépensé, que de froissement entre elle et son mari au sujet du mariage de ses aînés, Daria et Nathalie. Maintenant, il s'agissait de caser la troisième. Il allait falloir passer par les mêmes angoisses, les mêmes incertitudes, et se disputer encore plus avec son époux que pour les aînés. Le vieux prince, comme tous les pères, était particulièrement chatouilleux en ce qui concernait l'honneur et la pureté de ses filles. Il en était déraisonnablement jaloux, surtout de Kitty, sa préférée, et, à chaque instant, faisait des scènes à sa femme, à qui il reprochait de compromettre sa fille. La princesse y était accoutumée du temps de ses filles aînées, mais maintenant elle sentait que la susceptibilité du prince avait plus de fondement. Elle voyait que depuis quelque temps, il s'était produit un grand changement dans les usages de la société et que les devoirs d'une mère en étaient rendus encore plus difficiles. Elle voyait que les contemporaines de Kitty formaient des groupes à part, suivaient des cours, avaient des manières dégagées avec les hommes, sortaient seules en voiture, qu'un grand nombre d'entre elles ne faisaient plus la révérence et, surtout, qu'elles étaient tout intimement persuadées que c'était leur affaire à elles de choisir un mari et non celle de leurs parents. On ne se marie plus comme autrefois, pensaient et disaient toutes ces jeunes personnes, et même les gens âgés. Mais comment se mariait-on alors ? Personne ne pouvait le dire à la princesse. La coutume française qui remettait entre les mains des parents le sort de leurs enfants était réprouvée. La coutume anglaise qui laissait aux filles une entière liberté était rejetée également comme inadmissible dans la société russe. La coutume russe des mariages par l'intermédiaire était jugée indécente. Tout le monde en riait, et la princesse faisait chorus. Mais comment se marier ? Comment marier ses enfants ? Personne n'en savait rien. Tous ceux à qui la princesse en était ouverte lui avaient répondu. De grâce, il est grand temps de renoncer à ces vieux usages. Ce sont les jeunes gens qui se marient, non les parents. Il faut les laisser s'arranger à leur guise. Mais c'est facile de parler ainsi quand on n'a pas de fille. La princesse craignait qu'en fréquentant les jeunes gens, sa fille ne tombât amoureuse d'un garçon qui n'eût nullement envie de se marier ou qui n'eût pas convenu comme mari. Et l'on avait beau insinuer à la princesse que, de notre temps, les jeunes gens devaient eux-mêmes décider de leur sort, elle ne pouvait pas le croire. De même qu'elle ne pouvait croire qu'à aucune époque, les meilleurs jouets pour enfants de 5 ans fussent des pistolets chargés. Et c'était pourquoi la princesse s'inquiétait encore plus de Kitty que de ses autres filles. Maintenant, elle craignait que Vronsky ne se bornât à faire la cour à sa fille. Elle voyait que Kitty était amoureuse de lui, mais elle se rassurait en se disant qu'il était homme d'honneur et ne ferait pas cela. Mais en même temps, elle savait combien, avec la liberté qui régnait maintenant dans les mœurs, il était facile de tourner la tête à une jeune fille, et combien le plus souvent les hommes y attachaient peu d'importance. La semaine précédente, Kitty avait rapporté à sa mère un entretien qu'elle avait eu avec Vronsky pendant une mazurka. Cet entretien avait un peu rassuré la princesse, mais elle ne pouvait être tout à fait tranquille. Vronsky avait dit à Kitty que son frère et lui
étaient tellement habitués à se soumettre en tout à leur mère que jamais ils ne prenaient une décision importante sans lui demander conseil. Et aujourd'hui, j'attends l'arrivée de ma mère de Pétersbourg, comme un bonheur tout particulier, avait-il dit. Kitty avait répété ces paroles sans y attacher une importance particulière. Et sa mère les avait comprises autrement. Elle savait qu'on attendait la vieille comtesse d'un jour à l'autre, et qu'elle serait contente du choix de son fils. Et il lui semblait bizarre qu'il craignait de la mécontenter en faisant sa demande. Cependant, elle désirait tant ce mariage, et surtout elle souhaitait tellement voir le terme de ses inquiétudes qu'elle y crut. Quelque pénible que fût à la princesse de voir le malheur de sa fille aînée, Dolly, qui s'apprêtait à quitter son mari, ses préoccupations au sujet du sort de la cadette absorbaient tous ses sentiments. L'arrivée de Lévin avait augmenté ses appréhensions. Elle craignait que sa fille, à laquelle elle avait supposé un temps un sentiment pour Lévin, ne refusât Wronski par excès d'honnêteté, et que l'arrivée du jeune homme ne compliquât la situation et ne retardât un dénouement si proche. « Est-il arrivé depuis longtemps » demanda-t-elle à sa fille, tandis qu'elle rentrait. « Aujourd'hui, maman. »« Il y a une chose que je veux te dire, » commença la princesse, et, à son visage sérieux et animé, Kitty devina de quoi il allait être question. « Maman, » dit-elle en rougissant et en se tournant vivement vers sa mère, « je vous en prie, ne dites rien. Je sais tout. » Elle partageait les désirs de sa mère, et les mobiles de celle-ci la blessaient. « Je voudrais seulement te dire, qu'après avoir donné de l'espoir à l'un, maman chérie, pour l'amour de Dieu, ne dites rien. Cela me fait peur d'en parler. »« C'est bien, » dit sa mère en voyant des larmes dans les yeux de Kitty. « Un mot seulement, ma jolie. Tu m'as promis de ne pas avoir de secret pour moi, c'est bien vrai ? » ?»« Jamais, maman, jamais, » répondit Kitty en rougissant et en regardant sa mère bien en face. « Et je n'ai rien à vous dire maintenant. Même si je le voulais, je ne saurais que vous dire, ni comment, je ne sais pas. » Non, elle ne peut pas mentir avec ces yeux-là, songea la mère, souriant au trouble et au bonheur de sa fille. Elle souriait des proportions et de l'importance que prenait pour la pauvre enfant ce qui se passait dans son cœur. Chapitre 13. Après le dîner, en attendant la soirée, Kitty éprouva un sentiment pareil à celui qu'éprouve un jeune homme avant la bataille. Son cœur battait violemment et son esprit ne pouvait s'arrêter à rien. Elle sentait que cette soirée, où les deux jeunes gens se trouvaient en présence pour la première fois, allait décider de son sort. Et elle se les représentait sans cesse, tantôt séparément, tantôt ensemble. Lorsqu'elle songeait au passé, elle s'arrêtait avec plaisir, avec tendresse, au souvenir de ses rapports avec Lévin. Ses souvenirs d'enfance et l'amitié de Lévin avec son frère disparu leur donnaient un charme particulier, poétique. Son amour pour elle, dont elle ne doutait pas, la flattait et la rendait heureuse. Ainsi, il lui était doux de penser à Lévin. Au contraire, elle éprouvait toujours un malaise en songeant à Wronski, bien qu'il fût parfait homme du monde et absolument maître de lui. C'était comme si quelque chose de faux se glissait. Non en lui, il était simple et charmant, mais en elle, alors qu'avec Lévin, elle se sentait toute simple et toute limpide. Par contre, dès qu'elle rêvait à un avenir avec Wronski, des perspectives de félicité brillante s'ouvraient à elle. Avec Lévin, l'avenir semblait brumeux. Elle monta changer de robe et, après avoir jeté un coup d'œil à son miroir, constata avec plaisir qu'elle était dans un des bons jours et en pleine possession de tous ses moyens. Cela lui était fort nécessaire en l'occurrence. Elle se sentait le cœur en paix et une grâce aisée dans les mouvements.
À peine fut-elle descendue dans le salon, à 7h30, qu'un laquais annonça « Constantin Dmitrich Levin !» La princesse était là, dans sa chambre, où le prince n'était pas là. « Nous y voilà !» songea Kitty, et tout son sang reflua vers son cœur. En jetant un coup d'œil dans la glace, elle fut effrayée de sa pâleur. Maintenant, elle était certaine qu'il était venu en avance pour la trouver seule et lui faire sa déclaration. Pour la première fois, le problème se présenta à elle sous un tout autre angle. Elle comprit soudain qu'il ne s'agissait plus d'elle seule, de son bonheur, de ses sentiments, mais que dans l'instant, il lui faudrait offenser un homme pour qui elle avait de l'affection. Et l'offenser cruellement. Pourquoi ? Parce que ce brave garçon était amoureux d'elle, mais il n'y avait rien à faire, c'était inévitable. Il devait en être ainsi. Mon Dieu, il va falloir lui dire cela moi-même, songea-t-elle. Je ne peux pourtant pas lui dire que je ne l'aime pas. Ce ne serait pas vrai. Que devrais-je lui dire ? Que j'en aime un autre ? Non, c'est impossible. Je vais m'en aller. Elle était déjà près de la porte, qu'elle entendit ses pas. Non, c'est malhonnête, je n'ai rien à craindre, je n'ai rien fait de mal. Il arrivera ce qui arrivera, je lui dirai la vérité. Avec lui, cela ne peut pas être pénible. Le voilà, se dit-elle en apercevant ce grand garçon, robuste et timide, avec ses yeux brillants fixés sur elle. Elle le regarda dans les yeux, comme pour le supplier de l'épargner, et lui tendit la main. « Il me semble que j'arrive trop tôt », dit-il en embrassant du regard le salon désert. Lorsqu'il avait vu que son espoir se réalisait, que rien ne l'empêcherait de parler, son visage s'était assombri. « Oh non !» dit Kitty, en s'asseyant près de la table. « Je désirais justement vous trouver seul, pensa-t-il, en restant debout et en évitant de la regarder pour ne pas perdre courage. Maman va venir tout de suite. Elle était très fatiguée hier. Hier... » Elle parlait sans savoir ce que disaient ses lèvres en tenant fixé sur lui un regard suppliant et affectueux. Il arrêta les yeux sur elle. Elle rougit et se tut. « Je vous ai dit que je ne savais pas si je resterais longtemps, que cela dépendrait de vous. » Elle baissait la tête de plus en plus, ignorant ce qu'elle allait répondre à ce qu'il lui dirait. « Que cela dépendrait de vous, » répéta-t-il. « Je voulais vous dire. J'ai voulu vous dire. Je suis venu pour... Soyez ma femme, acheva-t-il, sans savoir lui-même ce qu'il disait. Et il sentit que le plus terrible était dit. Il s'arrêta et la regarda. Elle respirait difficilement, sans lever les yeux de lui, sans lever les yeux sur lui. Elle éprouvait une grande joie. Son âme débordait de bonheur. Jamais elle n'aurait cru que l'aveu de cet amour lui ferait une si forte impression. Et cela ne dura qu'un instant. Elle se souvint de Vronsky. Il leva ses yeux clairs et francs sur Lévin et, voyant son visage désespéré, répondit précipitamment. « C'est impossible. C'est impossible, pardonnez-moi. » Combien, 1 minute plus tôt, elle était proche de lui, nécessaire à sa vie. Combien maintenant, il la sentait lointaine, étrangère. Il ne pouvait en être autrement, dit-il, sans la regarder. Il s'inclina et voulut sortir. Chapitre 14. Mais, à cet instant précis, la princesse entra. La terreur se peignit sur son visage, en les voyant seuls avec des visages bouleversés. Lévin la salua, sans mot dire. Kitty se taisait et gardait les yeux baissés. Les yeux baissés. Dieu merci, elle a refusé.
songea la mère, et son visage s'éclaira du sourire avec lequel elle accueillait habituellement les invités du jeudi. Elle s'assit et commença à poser à Levin des questions sur sa vie à la campagne. Il se rassit, attendant l'arrivée des invités pour se retirer, inaperçu. 5 minutes plus tard, entra une amie de Kitty, mariée l'hiver précédent, la comtesse Nordstone. C'était une femme nerveuse, sèche, jaune, aux yeux noirs brillants et à l'air maladif. Elle avait de l'affection pour Kitty, et cette affection, comme toujours celle des femmes mariées pour les jeunes filles, se manifestait dans le désir de marier Kitty conformément à son idéal de bonheur. Elle voulait la marier à Vronsky. Levin, qu'elle avait rencontré souvent chez Shtcherbatsky au début de l'hiver, lui avait toujours été antipathique. Son occupation favorite, quand elle le voyait, était de se moquer de lui. « J'aime qu'il me regarde du haut de sa grandeur, ou qu'il interrompe sa conversation parce que je suis trop bête, ou qu'il condescende à me parler. J'aime beaucoup cela, il condescend. Je suis ravie qu'il ne puisse me souffrir, disait-elle. Elle ne se trompait pas. Levin, effectivement, ne pouvait la souffrir, et méprisait en elle ce dont précisément elle se targuait et se faisait un mérite. Sa nervosité, son dédain et son indifférence raffinée pour tout ce qui était grossier et matériel. Entre la comtesse Nordstone et Levin s'étaient établies des relations qu'on rencontre assez fréquemment dans le monde. Celles de deux personnes qui restent amies en apparence, et qui se méprisent mutuellement à tel point qu'elles ne peuvent même pas s'accorder d'attention, ni être blessées l'une par l'autre. La comtesse Nordstone prit aussitôt Levin à partie. « Ah, Constantin Dmitrich, vous voici de retour dans notre Babylone corrompue, » lui dit-elle en lui tendant une main maigre et jaune, et en faisant allusion aux paroles de Levin, qui avait dit un jour, au début de l'hiver, que Moscou était une Babylone. Eh bien, Babylone s'est-elle convertie? Ou est-ce vous qui vous êtes dépravé? Ajouta-t-elle en jetant un coup d'œil rieur à Kitty. Je suis très flattée, comtesse, que vous vous souveniez si bien de mes paroles, répondit Levin, qui avait eu le temps de se remettre, et qui retrouvait d'emblée le ton aigre-doux qu'il prenait en s'adressant à la comtesse Nordstone. Elles vous font sans doute beaucoup d'effet. Ah, comment donc? Je les inscris toutes. Eh bien, Kitty, tu es retournée patiner? Et elle se mit à parler avec Kitty. Bien qu'il fût malaisé à Levin de se retirer si tôt, il préférait commettre certaines corrections que de rester toute la soirée à côté de Kitty, qui jetait de temps à autre les yeux de son côté et évitait son regard. Il voulut se lever, et la princesse, qui avait remarqué qu'il se taisait, lui adressa la parole. « Comptez-vous rester longtemps à Moscou? Vous travaillez à la justice de paix du Zemstvo, je crois. Vous pouvez sans doute rester plus longtemps. » « Non, princesse, je ne fais plus partie du Zemstvo, dit-il. Je suis venu pour quelques jours. Il a quelque chose, se dit la comtesse Nordstone, en examinant le visage sérieux et sévère de Levin. Il ne se lance pas dans ses digressions habituelles, mais je saurais bien l'y amener. J'adore le rendre ridicule devant Kitty, et j'y arriverai. Constantin Dmitrievitch, lui dit-elle. Vous qui savez tout cela, expliquez-moi donc, je vous prie, pourquoi chez nous, dans la province de Kalouga, les moujiks et leurs femmes boivent tout ce qu'ils possèdent et n'ont plus d'argent pour nous payer, nous, les redevances. Qu'est-ce que cela signifie? Vous faites toujours un si grand éloge des moujiks. À ce moment, une autre dame entra dans la pièce, et Levin se leva. « Excusez-moi, comtesse, mais je ne suis pas au courant et ne puis rien vous dire, dit-il. Et il se détourna pour regarder un officier qui entrait à la suite de la dame.
Ce doit être Vronsky, songea Levin. Et, pour s'en convaincre, il jeta un coup d'œil à Kitty. Elle avait déjà eu le temps d'apercevoir Vronsky et de reporter les yeux sur Levin. À ce seul regard, et aux yeux étincelants de la jeune fille, Levin comprit qu'elle aimait cet homme. Aussi sûrement que si elle le lui avait dit de vive voix. Mais qui donc était cet homme? Maintenant, que ce fût correct ou non, Levin ne pouvait pas ne pas rester. Il lui fallait savoir qui était celui qu'elle aimait. Il y a des gens qui, lorsqu'ils rencontrent un rival heureux, sont prêts à nier tout ce qu'il y a de bon pour ne voir que ce qu'il y a de mauvais. Il y en a d'autres, au contraire, qui désirent par-dessus tout découvrir dans ce rival heureux les qualités qui lui ont valu sa victoire et qui, le cœur déchiré, ne voient que ses bons côtés. Levin était de cela. Mais il n'eut pas de mal à découvrir ce que Vronsky avait d'attrayant. Cela sautait aux yeux. Vronsky était brun, de taille moyenne, bien proportionné, avec un visage beau, bienveillant, un air extraordinairement calme et sûr de lui. Tout dans sa figure et sa personne, depuis ses cheveux noirs coupés courts et son menton rasé de frais jusqu'à son uniforme neuf et de coupe impeccable, était à la fois simple et élégant. Après s'être effacé devant la dame qui était entrée en même temps que lui, Vronsky s'approcha de la princesse, puis de Kitty. Tandis qu'il se dirigeait vers elle, une lueur de tendresse s'alluma dans ses beaux yeux, et, avec un sourire heureux, à peine perceptible, à la fois modeste et triomphant, à ce que crut voir Levin, il se pencha vers elle et lui tendit une main petite mais large. Après avoir salué tout le monde et dit quelques mots à chacun, il s'assit, sans avoir accordé un seul regard à Levin qui ne le quittait pas des yeux. « Permettez-moi de vous présenter, » dit la princesse en désignant Levin. « Constantin Dmitrievitch Levin, comte Alexis Kirillovitch Vronsky. » Vronsky se leva et, regardant Levin en face d'un air amical, lui serra la main. « Nous devions, je crois, dîner ensemble cet hiver, lui dit-il avec son sourire simple et franc. Mais vous êtes brusquement parti à la campagne. Constantin Dmitrievitch méprise et hait notre ville et ses habitants, dit la comtesse Nordstone. Il faut croire que mes paroles vous font une forte impression, puisque vous vous en souvenez si bien, dit Levin. Et, se souvenant qu'il avait déjà dit cette phrase une fois, il rougit. Vronsky jeta un œil à Levin et à la comtesse Nordstone et sourit. « Vous vivez toujours à la campagne » demanda-t-il. « On doit s'y ennuyer cet hiver. »« On ne s'ennuie pas quand on est occupé, et d'ailleurs, je ne m'ennuie jamais tout seul, » répondit Levin d'un ton brusque. « J'aime la campagne, » dit Vronsky, faisant semblant de ne pas remarquer le ton de Levin. « J'espère, comte, que vous ne consentiriez pas à vivre toujours à la campagne, dit la comtesse Nordstone. Je ne sais pas. Je n'y suis jamais resté longtemps, et j'ai éprouvé un sentiment étrange, poursuivit-il. Jamais je n'ai eu une telle nostalgie dans la campagne. De la campagne russe, avec ses moujiks, en chaussons d'écorce. Qu'après avoir passé un hiver à Nice avec ma mère. Nice est déjà ennuyeuse par elle-même, vous le savez. Et Naples, Sorrente, ne sont supportables que peu de temps. Et c'est là qu'on se souvient le plus vivement de la Russie. C'est comme si... Il parlait en s'adressant tantôt à Kitty, tantôt à Levin, en reportant de l'un à l'autre son regard calme et affable. Il disait manifestement ce qui lui passait par la tête. Remarquant que la comtesse Nordstone voulait dire quelque chose, il s'arrêta au milieu de sa phrase et l'écouta avec attention. La conversation ne faiblit pas un seul instant. La vieille princesse, qui tenait toujours en réserve, au cas où les sujets viendraient à manquer, 2 grosses pièces, les études classiques et les études professionnelles, et le service militaire obligatoire.
n'eut pas besoin de les avancer, et la comtesse Nordstone n'eut pas l'occasion de taquiner Levin. Levin ne put participer à la conversation générale, malgré son désir. À chaque instant, il se disait « Il faut que je parte, maintenant ». Mais il restait, attendant quelque chose. La conversation vint sur les tables tournantes et les esprits. Et la comtesse Nordstone, qui croyait au spiritisme, se mit à raconter les prodiges auxquels elle avait assisté. « Ah, comtesse, menez-moi chez ces gens-là pour l'amour de Dieu. Jamais je n'ai rien vu d'extraordinaire, quoique je le désire que cela, dit Vronsky en souriant. C'est entendu. Samedi prochain, répondit la comtesse Nordstone. Et vous, Constantin Dmitrich, y croyez-vous demanda-t-elle à Levin. Pourquoi me demandez-vous cela? Vous savez bien ce que je vais vous répondre. Mais j'aimerais entendre votre opinion. Mon opinion, répondit Levin, c'est tout simplement que ces tables tournantes démontrent que la société dite cultivée n'est pas plus civilisée que nos moujiks. Ils croient au mauvais œil, au sortilège et aux maléfices. Et nous... Alors, vous n'y croyez pas? Je ne puis y croire, comtesse. Mais si je l'ai vu de mes propres yeux. Les paysannes aussi racontent qu'elles ont vu le domovoy. Alors, vous pensez que je dis des mensonges? Et elle eut un rire qui sonnait faux. Mais non, Matcha. Constantin Dmitrich dit qu'il ne peut croire au spiritisme, intervint Kitty, rougissant pour Levin. Celui-ci le sentit et, exaspéré, voulut répliquer. Mais Vronsky, avec son sourire cordial et ouvert, se mêla aussitôt à la discussion, qui menaçait de tourner à l'aigre. Vous n'en admettez pas du tout la possibilité? Demanda-t-il. Pourquoi donc? Nous admettons bien l'existence de l'électricité, que nous ne comprenons pas non plus. Pourquoi ne pourrait-il y avoir une force nouvelle, encore inconnue, qui... Lorsque l'électricité a été découverte, interrompit vivement Levin, on s'est contenté de constater un phénomène dont on ignorait la provenance et les effets. Des siècles ont passé avant qu'on ait songé à en faire l'application. Les spirites, au contraire, ont commencé par faire écrire les tables et évoquer les esprits. Et ce n'est que plus tard qu'ils se sont mis à parler d'une force inconnue. Vronsky écoutait Levin avec attention, comme il faisait toujours, semblant s'intéresser à ses paroles. Oui, mais les spirites disent maintenant « Nous ne savons pas quelle est cette force, cependant, elle existe, et voici dans quelles conditions elle agit. Aux savants de découvrir en quoi elle consiste. » Non, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait y avoir une nouvelle force si... Mais, interrompit de nouveau Levin, parce que, pour ne prendre que l'électricité, chaque fois que vous frottez de la laine avec de la résine, vous obtenez un phénomène déterminé, tandis qu'avec le spiritisme, on n'obtient pas toujours un résultat. Ce ne saurait être un phénomène naturel. Vronsky, pensant sans doute que la conversation prenait un tour trop sérieux pour un salon, ne répondit pas. Pour changer de sujet, il sourit gaiement et se tourna vers les dames. « Essayons tout de suite, comtesse, reprit-il. Mais Levin voulait achever sa démonstration. Je crois, dit-il, que cette tentative des spirites pour expliquer leur miracle par une force nouvelle est vouée à l'insuccès. Ils parlent d'une force spirituelle et veulent la soumettre à une épreuve matérielle. Vous attendez qu'il eût fini. Il s'en rendit compte. Et moi, je crois que vous ferez un excellent médium, dit la comtesse Nordstone. Vous avez quelque chose de si enthousiaste. Levin ouvrit la bouche pour riposter, mais il rougit et ne dit rien. Interrompons tout de suite les tables, dit Vronsky. Vous permettez, princesse? Et il se leva, cherchant des yeux un guéridon. Kitty se leva, et son regard croisa celui de Levin lorsqu'elle passa devant lui. Elle le plaignait de tout son cœur et avait d'autant plus pitié de lui qu'elle était la cause de sa souffrance. Si l'on peut me pardonner, pardonnez-moi, disait son regard. Je suis si heureuse. Je hais tout le monde, et vous, et moi-même.
répondit le regard de Lévin, et il voulut aller chercher son chapeau. Mais il était écrit qu'il ne pourrait quitter la pièce. Tandis que les autres s'installaient autour du guéridon et qu'il s'apprêtait à sortir, le vieux prince entra. Il salua les dames et se tourna vers Lévin. « Ah !» fit-il d'un ton joyeux. « Y-a-t-il longtemps que tu es arrivé ? Je ne savais même pas que tu étais ici. Je suis enchanté de vous voir. » Le vieux prince disait tantôt tu, tantôt vous à Lévin. Il l'embrassa et, en lui parlant, ne prêtait pas la moindre attention à Vronsky, qui s'était levé et attendait calmement que le prince remarquât sa présence. Kitty sentait qu'après ce qui s'était passé, l'aimabilité de son père devait être pénible à Lévin. Elle vit aussi son père répondre enfin avec froideur au salut de Vronsky. Et Vronsky regardait son père avec une perplexité enjouée, comme s'il se demandait pourquoi diable on pouvait être mal disposé pour lui. Elle rougit. « Prince, rendez-nous Constantin Dmitrich, dit la comtesse Nordstone. Nous voulons faire une expérience. » « Quelle expérience ? Faire tourner les tables ? Excusez-moi, mesdames et messieurs, mais, à mon avis, il est plus amusant de jouer au furet, dit le vieux prince en regardant Vronsky et en devinant que c'était lui qui avait mis cela en train. Le furet, au moins, a quelque sens. Vronsky posa sur le prince un regard tranquille et étonné, et, avec un sourire imperceptible, se tourna aussitôt vers la comtesse Nordstone, à qui il parla du grand bal qui devait avoir lieu la semaine prochaine. « Vous y serez, j'espère ?» demanda-t-il à Kitty. Dès que le vieux prince le quittait, Lévin s'éclipsa sans se faire remarquer. La dernière image qui l'emporta de la soirée fut le visage heureux et souriant de Kitty, répondant à la question de Vronsky. C'est tout pour ce soir. 1 heure, presque pile. Nickel. Bonne nuit.